Salut tout le monde pour ce 15e épisode de L'Aubry qui court. Cette semaine, on va commencer par se parler de la nomination de Thierry Breton à la Commission européenne et le refus scandaleux du Parlement européen de prendre au sérieux la question des conflits d'intérêts. Et pourtant, en la matière, Thierry Breton, niveau conflit d'intérêts, il y a vraiment de quoi dire. On va aussi se débriefer cette semaine une mini-session plénière qui se tient derrière moi au Parlement européen et qui aborde des sujets aussi variés que la situation en Chili, en Bolivie, mais aussi le droit des enfants ou le droit des journalistes. On va aussi parler de l'histoire d'une entreprise WeWork, où en gros on a un patron véreux qui s'en met plein les fouilles. Et enfin, pour notre lobby de la semaine, là on a la palme du lobby pas très finot. Allez, c'est parti, générique. Vous vous souvenez de Sylvie Goulard? C'était la candidate française de Macron à la Commission européenne. Cette semaine, on a examiné au Parlement européen son remplaçant, proposé par Macron, il s'appelle Thierry Breton, pour prendre le poste de commissaire européen. La mauvaise nouvelle, c'est que niveau conflit d'intérêts, c'est encore pire. Parce que la commission des affaires juridiques dans laquelle je siège, qui examine les conflits d'intérêts, elle a dit « circuler, il n'y a rien à voir » et elle a voté que pas de conflit d'intérêt et Thierry Breton pouvait être validé. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans le détail, son passé de PDG d'une des plus grandes entreprises européennes, Atos, n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout en conflit d'intérêt avec son nouveau poste de portefeuille de commissaire européen au marché intérieur, mais vraiment pas. Thierry Breton, en tant que commissaire européen, il sera en charge du numérique et du développement des supercalculateurs. Alors que son entreprise Atos est juste le seul constructeur de supercalculateurs dans l'Union européenne et qui a un marché de près de 3 milliards d'euros en jeu. Il sera aussi en charge de la cybersécurité, alors que son entreprise Atos est juste en charge des systèmes de protection informatique de 17 institutions européennes. Il sera en charge de la défense européenne, alors que son entreprise Atos est juste un prestataire majeur d'outils et de logiciels militaires. Ah oui, Thierry Breton, en tant que commissaire, il sera aussi en charge de l'espace. Alors que son entreprise Atos a été choisie par l'Agence spatiale européenne pour gérer l'accès aux données du projet Copernicus. Ah, et puis c'est presque l'élément le plus important de son portefeuille, il sera aussi en charge du marché intérieur et il aura notamment dans son portefeuille la révision de la directive sur le tabac. Alors qu'Atos a créé un système de traçage très controversé pour Philip Morris. Bon, et quand on regarde son CV, en plus, c'est loin d'être fini. Son entreprise Atos est accusée d'avoir illégalement détenu et confié à IBM une copie de la base de données utilisée par la police pour retrouver des individus dans l'espace Schengen. Les preuves sont accablantes, mais la Commission européenne a décidé d'étouffer l'affaire. Thierry Breton, il est aussi adepte du pantouflage dont on vous a parlé la semaine dernière. Il avait été nommé à la banque Rothschild à peine 4 mois après avoir été ministre de l'économie en France. On nous répond que Thierry Breton est irréprochable sur le plan de l'indépendance et il aurait eu l'occasion de le montrer quand il était ministre de l'économie en France entre 2005 et 2007. En fait, pas vraiment. Il est visé par une plainte d'Anticor pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution de marchés publics sur les radars il y a quelques années. Bon, c'est vrai qu'au niveau éthique et indépendance, on aurait pu faire mieux. Bon, en gros, notre ami Thierry Breton, je crois qu'il a remporté le jackpot des conflits d'intérêts à la Commission européenne. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est la première fois dans l'histoire européenne qu'un PDG d'une entreprise passe directement d'une entreprise, en plus une des entreprises majeures au niveau européen, à la Commission européenne, en plus sur un portefeuille qui couvre exactement les mêmes missions que cette entreprise. Et bizarrement, ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde, alors que en fait, dans les règles européennes, normalement, en tant que commissaire, vous n'avez pas le droit, après votre poste de commissaire, pendant 2 ans, ce qu'ils appellent une période de refroidissement, d'occuper un poste et d'aller dans le secteur privé. Alors pourquoi, à l'inverse, on a le droit de venir directement du secteur privé et d'aller et de devenir commissaire? Thierry Breton, il a été rémunéré, il a vendu ses actions en bourse, c'est plus de 40 millions d'euros. Il a, en plus de sa rémunération qu'il a eue en tant que PDG, c'était 3 à 6 millions d'euros par mois. Moi, j'ai du mal à imaginer que quand ses amis d'Atos, grâce à qui il est si riche, vont venir toquer à sa porte, qu'il va les regarder de manière complètement
indépendante. Vous imaginez, c'est comme si vous, d'un coup, on vous donnait des millions d'euros et puis on vous demande de traiter de manière indépendante cette personne. Évidemment que même indirectement, vous auriez tendance à favoriser cette personne. Et du coup, face à tout ça, qu'est-ce qu'il nous répond Thierry Breton dans sa déclaration d'intérêt? Il nous a dit qu'il prévoyait de se déporter, donc de s'enlever des décisions qui concernent Atos. Sauf que c'est pas clair du tout. Soit il se déporte uniquement des contrats qui sont passés directement avec Atos, et dans ce cas-là, c'est assez limité, et tout le reste, c'est bardé de conflits d'intérêts, comme on l'a montré, entre son rôle de commissaire européen et les sujets sur lesquels Atos travaille, qui concernent tout son rôle de commissaire. Soit il se déporte effectivement de ces sujets-là, et là, ça devient un des jobs les mieux payés à mi-temps. C'est même pas un job à mi-temps. Et bon, j'ai du mal à imaginer que ce soit le cas. Et puis, de toute façon, on nous a même pas laissé la possibilité de préciser cette question-là et sur quoi il allait se déporter. Et au final, je crois que de nouveau, les intérêts privés ont trouvé leur meilleur représentant à la Commission européenne, mais absolument pas l'intérêt général qui a encore pâti. Malheureusement, le fric l'a encore primé sur l'éthique, mais comme notre combat sur l'éthique, on est bien déterminé à le poursuivre, on va continuer à se battre pour une commission indépendante, une autorité indépendante de contrôle et d'examen des conflits d'intérêts, qui doit analyser de manière indépendante et fixer de nouvelles règles en matière éthique, parce que franchement, la validation de Thierry Breton, c'est encore un sacré camouflet pour l'Union européenne, pour l'éthique en politique, et c'est bien la démonstration qu'on a besoin et qu'on a raison de demander cette autorité indépendante, donc comptez sur nous pour continuer à nous battre. Comme vous le savez, les semaines de session plénière, c'est toujours la course. On nous demande de voter en un temps record sur des sujets qui sont pourtant très importants. Donc je vais tenter de vous donner un aperçu de cette mini-session plénière à Bruxelles, moi aussi en un temps record, pour vous dire la diversité des sujets que l'on a abordés, sur lesquels on a voté. On a d'abord débattu de deux crises internationales, le coup d'État contre Evo Morales en Bolivie, où un Bolsonaro local tente de conquérir le pouvoir avec l'appui de l'armée, et où il faut se mobiliser pour soutenir la démocratie plus que jamais. Et puis, on est resté aussi en Amérique latine pour parler du Chili et de la formidable mobilisation contre les politiques néolibérales, avec des manifestants qui sont sévèrement réprimés au Chili, mais qui ont réussi à déjà faire reculer le gouvernement. Et donc c'est notre rôle ici, depuis l'Union européenne, d'exprimer notre solidarité vis-à-vis des peuples mobilisés de l'autre côté de la planète et qui soutiennent la justice et la démocratie. Et c'est aussi un message de solidarité qu'on leur a envoyé dans cette session plénière. On a aussi voté ce qu'on appelle dans le jargon européen des objections, qui sont des prises de position du Parlement européen contre une décision de la Commission européenne de renouveler des autorisations de mise sur le marché de produits contenant du colza et du maïs génétiquement modifiés. C'est le retour des OGM. Et forcément, nous, on est du côté de la santé et des consommateurs. Ma collègue Anne-Sophie Pelletier est aussi intervenue sur la question du droit des enfants, et notamment en insistant sur l'enjeu des mutilations infligées aux enfants intersexes. On a soutenu aussi cette semaine une résolution contre la criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne, où l'extrême droite s'est donné à cœur joie. L'extrême droite qui est au pouvoir en Pologne a mis en place une loi pouvant entraîner des sanctions pénales pour les éducateurs sexuels ou les professionnels du soin et de la prévention. Et franchement, au vu de tous les amendements que l'extrême droite ici a passés au Parlement européen, ça fait froid dans le dos de leur vision de l'éducation sexuelle. On a aussi alerté sur le respect des droits humains des migrants dans le camp de Vučjak en Bosnie, dans les hotspots des îles grecques. Et enfin, je suis intervenue pour rendre hommage au travail des journalistes, et en particulier une journaliste maltaise, Daphné, qui est décédée il y a 2 ans pour avoir fait son travail de journaliste, et notamment d'investigation sur des cas de corruption et des cas d'évasion fiscale et de fraude fiscale à Malte, et pour défendre le droit d'informer des journalistes, qui est indispensable dans notre démocratie. Voilà, vous avez bien compris que c'était bien la course cette semaine, mais on a tenu nos positions. Alors on a essayé de vous trouver le lieu le plus start-up du Parlement européen pour vous parler d'une start-up un peu spéciale qui s'appelle WeWork et qui est assez représentative d'un emballement médiatique, boursier, complètement absurde. WeWork, c'est en fait une boîte, une start-up
soi-disant de la nouvelle technologie, soi-disant révolutionnaire, qui propose des espaces de coworking. On connaît un peu ce concept, mais qui a en réalité jamais fait le moindre bénéfice et qui derrière son marketing ne faisait que louer des espaces de bureaux. Et l'histoire de cette entreprise, c'est qu'il y a des banques qui ont trouvé cette idée formidable, elles ont injecté des milliards et des milliards dans l'entreprise, qui se retrouve avec plus de 18 milliards d'engagements en baux et qui a été valorisé en bourse plus de 47 milliards, ce qui est quand même une somme colossale, alors qu'aucune rentabilité n'était attendue d'ici au moins 2025. Et toute cette mystification, elle repose en réalité sur la figure d'une personne qui est son patron, soi-disant super charismatique, et qui a en réalité totalement planté la boîte. Il était manifestement très bon pour les mots creux de la Startup Nation à la Macron, mais très bon aussi pour s'enrichir sur le dos des autres. Parce que ce qui s'est passé, c'est que cette boîte, aujourd'hui, elle s'est écroulée. Il y a des milliers de salariés qui vont être licenciés. Mais lui, le gars, là, le patron, il a réussi à extraire 1 milliard de dollars pour lui, rien que pour lui, malgré ce massacre social, alors que l'entreprise n'a jamais fait le moindre bénéfice et que c'est juste une énorme bulle spéculatrice. Et en fait, la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est parce que je trouve ça super symptomatique de la crise financière qui nous pend au nez, de cette capacité qu'a l'économie, qu'ont les banques à s'emballer pour des entreprises qui sont presque fictives. Et à quel point certains patrons en fait sont complètement irresponsables. On nous traite souvent nous d'irresponsables, mais c'est eux en réalité qui sont pas du tout raisonnables et nous qui sommes raisonnables de les dénoncer. Et ce type d'emballement, on le voit régulièrement sans aucune logique. Des boîtes dont le cours de bourse fait un yo-yo total, une boîte qui un jour va complètement bien et puis le lendemain qui met la clé sous la porte. Et au final, dans ce type de processus qu'on est en train de voir vraiment sur les marchés financiers, à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est ce patron véreux qui se met 1 milliard dans la poche alors qu'il doit licencier des milliers de personnes et que son entreprise vaut plus rien et qui pourra finir ses jours tranquillou bilou dans un paradis fiscal à se dorer la pilule alors qu'il aura massacré la vie sociale de milliers de gens. Alors, en vrai, toute cette histoire, évidemment, ça nous met hors de nous. Mais c'est pour ça que nous, on se bat sur la question de la régulation des entreprises, pour pas que les entreprises puissent faire n'importe quoi pour percer cette espèce de ballon de baudruche qui est en train d'exploser. On a rencontré d'ailleurs cette semaine des syndicats qui travaillent sur la question de la gouvernance des entreprises et comment, à travers une meilleure représentation des salariés notamment, on peut réussir à rééquilibrer le poids de la parole des salariés et de l'intérêt sur le long terme des entreprises pour éviter ce type de bulle. Et je crois que c'est une question qui est d'autant plus d'actualité quand on voit à quel point les patrons s'en mettent plein les fouilles. Il y a les derniers chiffres qui sont sortis. Le salaire moyen des PDG du CAC 40 l'an dernier, c'était 5 millions d'euros. Je vous laisse imaginer, 5 millions d'euros, c'est quelques centaines de fois le SMIC, plus de 400 fois le SMIC. C'est ce que personne ne gagne dans une vie entière et qu'ils gagnent en l'espace à peine de quelques mois et qui démontre toute la démesure de ce système. Et c'est pour ça que nous, on va continuer à se battre à la fois pour réformer la gouvernance des entreprises, mais aussi encadrer les rémunérations des patrons et plus généralement mieux partager le produit des bénéfices des entreprises parce que si à la fin elles réalisent du profit, c'est avant tout grâce au travail des salariés. Allô? Ouais. Non mais ça m'intéresse pas. Générique. Alors comme vous savez, on reçoit au Parlement européen beaucoup de coups de fil de lobby, mais celui-là il vaut vraiment le coup parce que d'habitude on est assailli de lobby qui nous proposent des rendez-vous, etc. Mais là je crois que celui-là il a gagné la palme du lobby, pas très finaux, voire même un peu concon. Cette histoire c'est ma collaboratrice Océane qui me l'a raconté parce qu'elle a reçu un coup de fil d'un lobby qui s'appelle Ecoda, qui lui a demandé à ce qu'on leur transmette un appel de la société civile, donc des ONG, sur le devoir de vigilance pour demander à ce que les entreprises multinationales respectent les droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement. Et ils m'ont entendu en parler une fois dans une audition, donc ils ont demandé à ma collègue Océane à ce qu'on leur envoie, parce qu'ils nous ont dit parce que ça les intéressait.
Et donc forcément, on a trouvé ça un peu bizarre qu'il demande l'appel de ce texte parce que en fait, il est en accès libre sur Internet. Donc déjà, j'avais envie de leur dire « Let me Google this for you ». Mais bon, manifestement, on voulait quand même en savoir un peu plus sur qui était ce groupe de lobby Ecoda qui ne savait pas très bien se servir d'un moteur de recherche comme Google. Et en faisant un peu plus de recherche, on découvre que Ecoda, en fait, c'est un lobby d'administrateurs au sein des conseils d'administration des grandes entreprises. Et donc, en général, ces personnes, ces administrateurs, ils n'ont pas vraiment intérêt à davantage de régulation des entreprises multinationales en matière de droits de l'homme. Et pour vous donner un exemple, parmi ces membres d'Ecoda, on trouve l'Institut français des administrateurs, l'IFA, qui est un lobby notoire et qui défend la rémunération des administrateurs. En gros, qu'on les paye encore davantage et forcément encore moins les salariés. Bref, c'est pas vraiment des alliés dans notre travail sur le devoir de vigilance au niveau européen et sur la régulation des multinationales qui bafouent la planète et les droits des peuples. Et donc, vous allez trouver ça peut-être un petit peu mesquin, mais on s'est dit qu'on allait continuer à les faire galérer et finalement on leur a pas envoyé l'appel et que surtout on allait continuer à se battre pour que les multinationales respectent les droits de l'homme et qu'on va continuer à se battre pour qu'il y ait une régulation au niveau européen en la matière. C'est la fin de ce 15e épisode de Le Bruit qui court. La semaine prochaine, on met le cap vers la Finlande où tout notre groupe se rend pour des journées d'études à Helsinki. L'objectif est de prendre le temps avec l'ensemble des membres de notre groupe pour travailler sur le fond, sur nos positions, travailler aussi sur notre stratégie en tant que groupe pour les prochains mois et les prochaines années ici au Parlement européen. On aura l'occasion de vous débriefer tout ça la semaine prochaine dans Le Bruit qui court depuis la Finlande. En attendant, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage, et à nous faire des commentaires, des retours. Cet espace est aussi le vôtre et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de Le Bruit qui court et les prochains épisodes. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous, on va prendre nos pulls parce que la semaine prochaine, on va se les cailler. 1, 2, 3. Vas-y. Alors que son entreprise Atos, c'est juste le premier... Non, pas le premier, le seul, Manon. C'est parti ? Ouais. 1, 2, 3.